Salut, c'est 3PO. Oh, bonjour, monsieur Damron. Allez, viens, bébé 8, il faut qu'on aille attaquer l'étoile de la mort. Poupidi-poup. Poupoudou, 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 poupoudou. En position de combat. Un vaisseau ennemi dans le secteur 47. Est un piège. Bon Lucien, Star Wars 7 c'est terminé. Ouais, il serait peut-être temps de se remettre à faire des vidéos, non? Faut tourner la page maintenant. Je suis enfin, je... Non mais t'es pas sérieux, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo là. Et l'argent des abonnés, t'y as pensé, oui ou merde? T'arrêtes tes conneries, tu te mines le fion et on en tourne une. Allez, hop, là, on y va! Ah au fait, faut arrêter avec les Lego Disney là. Les dessins animés c'est pour les enfants. Faudra peut-être grandir un peu. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu vas me prendre une bière et assieds-toi. Salut les potes et bienvenue dans ce 8e épisode de Retour vers la culture. Tout d'abord, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2016. Et pour fêter ça, et aussi un peu mieux commencer l'année qu'on a terminé 2015, place à la poésie, à la compréhension et au respect, avec un conte moderne créé par le maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki est né en 1941 à Tokyo. C'est donc à 4 ans qu'il découvre les merveilles de la technologie et les bienfaits de l'amour des hommes avec les 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Passant son enfance dans un Japon dévasté par la guerre, tous les thèmes de l'écologie, la technologie, le rapport entre l'humanité et la nature, le choix du pacifisme dans un monde empli de guerre, l'amour ou encore les relations entre les hommes sont les grands thèmes marquants de sa filmographie. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre au clair. Ce n'est pas parce qu'on regarde un dessin animé qu'il ne s'agit pas d'un film. L'animation a aussi des réalisateurs, des scénaristes, des cadreurs, des monteurs, etc. C'est donc une catégorie à part entière du cinéma, et pas un sous-genre. Il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Hein? Des questions? Non. Miyazaki est un génie de l'animation, au même titre que peut l'être un Walt Disney. Il a fondé avec Isao Takahata le studio Ghibli en 1985 et fait partie des personnalités asiatiques les plus importantes de l'histoire du cinéma. On lui doit entre autres Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant ou encore Pogno sur la falaise. Le film qui nous intéresse aujourd'hui est Princesse Mononoke, sorti au Japon en 1997. Alors, je vais essayer de résumer l'univers du film, mais c'est pas si évident que ça. Parce qu'il faut garder en tête que Princesse Mononoke est un récit légendaire qui se déroule dans une époque qu'on pourrait apparenter au Japon médiéval. Le postulat de base part du principe que les êtres humains et la nature vivaient en parfaite harmonie jusqu'au jour où les hommes décidèrent d'exploiter la nature pour ses ressources, brisant ainsi l'harmonie. Le film nous plonge donc dans cette dualité représentée par la guerre entre l'homme et les animaux de la forêt. Pour symboliser les hommes, on a tout d'abord le personnage de Dame Eboshi, une femme forte et intrépide qui accueille tous les parias de la société dans son énorme forge. Et c'est cette forge qui sera la clé principale de l'intrigue puisque c'est elle qui est responsable de la destruction progressive de la forêt, lieu d'habitation des animaux. Et donc de l'autre côté, pour représenter la nature, il y a les dieux animaux, des animaux puissants et sages d'une taille démesurée, doués d'intelligence. Parmi eux, on a par exemple un dieu sanglier ou cette déesse louve du nom de Moro qui a adopté San, une mystérieuse fillette abandonnée par ses parents qui voue une haine impressionnante à l'égard des humains. Tous ces dieux animaux restent cependant inférieurs à l'esprit de la nature, autrement appelé le dieu cerf, une entité divine supérieure capable de donner la vie et de la reprendre, garante de l'équilibre entre nature et humanité et qui prend la forme d'un cerf à tête d'homme. Ouais, je sais pas ce qu'il a pris tonton Miyazaki mais c'est de la bonne hein. Ouais, je vais voir si ça se commande sur internet. Tiens, tu m'en mettras 2 douzaines. Ok, ajouté au panier. Un jour tranquille, dans un petit village éloigné de la guerre, une créature monstrueuse et difforme attaque les villageois, mais un jeune homme vaillant et courageux parvient à la vaincre. C'est Ashitaka, le prince de la tribu et personnage principal de l'histoire. Mais durant le combat, il est blessé par la créature. La petite vieille du village, enfin la chamane quoi, dit à Ashitaka qu'il est obligé de quitter sa tribu pour aller chercher le dieu cerf afin de guérir du mal qui le ronge s'il ne veut pas mourir et devenir un démon. Le film nous invite à prendre part au voyage initiatique d'Ashitaka, jeune homme fort et sage dans sa quête à travers le monde pour retrouver le dieu cerf. La guerre, sa rencontre avec Princesse Mononoke et le drame qui se prépare vont changer sa vie et la face du monde. Pour commencer l'analyse de ce film, je ne dirais qu'une chose. Putain, ce que c'est beau! La beauté transpire partout de l'œuvre de Miyazaki. Les personnages, l'histoire, la musique, l'animation, les décors, les dialogues, tout est beau dans ce film. Je sais que souvent j'utilise beaucoup d'hyperbole et je crains un peu l'effet Pierre et le Loup, mais croyez-moi sur parole, ce film est d'une beauté majestueuse, assez rare dans le cinéma actuel. Enfin, je dis actuel, mais le film est sorti il y a presque 20 ans, à une époque où le discours sur l'écologie n'était absolument pas le même qu'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai que les origines du film datent même de 1980, date de parution d'un manga signé Miyazaki lui-même, du nom de Monoke Hime, s'inspirant du conte de La Belle et la Bête. Même si le film
film n'a plus grand chose à voir avec celui-ci, c'est bien 17 ans de maturation et 3 ans de production qui ont été nécessaires à l'élaboration de l'œuvre. Et Miyazaki, comme à son habitude, a supervisé toutes les étapes de création, allant jusqu'à vérifier personnellement 88 000 cellules d'animation sur les 144 000 que compte le film au total. Ce qu'il faut savoir, c'est que Miyazaki, c'est pas trop le genre. Bon, ok, alors, action, on tourne parce que je suis pressé là, vas-y. Ok, c'est bon, elle est bonne, allez, salut. Mais au-delà du travail colossal nécessaire et du raffinement des dessins, la réussite du film repose aussi sur son ambiance sonore et musicale. J'ai rarement vu un film qui utilise le silence avec autant de brio. Certaines scènes d'une importance capitale se déroulent dans un silence de cathédrale, apportant une dimension mystique et renforçant l'impact de la scène. D'autres ne nous font parvenir que des bruitages, des sabots ou du vent dans les feuilles par exemple, exprimant l'intrusion du spectateur dans un monde nouveau comme si Miyazaki nous invitait à l'y rejoindre. Et puis la musique. Ah, la musique! Joe Hisaishi, son compositeur qui a bossé sur 9 films de Miyazaki, nous livre une orchestration symphonique très mélodieuse. Il y mélange le mouvement romantique de la musique classique occidentale et la musique traditionnelle japonaise, renforçant ainsi le côté universel du message du film, mais aussi la dualité entre le côté ancestral de la nature et la modernité de l'homme industriel. L'orchestration symphonique est très onirique, très lyrique, mais aussi très douce avec une prépondérance des instruments à cordes et à vent. L'utilisation des cuivres et des percussions est minimale, notamment sur le thème principal pour renforcer ce côté lyrique et mélancolique. Au contraire d'un Star Wars par exemple, où la musique symphonique elle aussi est grandiloquente, souvent très rythmée puisqu'il s'agit d'un space opéra, celle de Joe Hisaishi est plus soyeuse et plus poétique. Là où John Williams nous emmène dans une épopée épique et fantastique, la BO de Mononoke nous berce, nous enveloppe avec douceur alors que nous regardons les paysages et que nous assistons au drame qui se produit. Bref, vous l'aurez compris, Princesse Mononoke est une œuvre poétique en lettres capitales. Et ce, pour plusieurs raisons. Le film est rempli de symbolisme. Tout d'abord, et c'est évident, le film traite du rapport complexe entre l'homme et la nature. Malgré l'aspect écologique qui saute aux yeux, il ne faut pas prendre Miyazaki pour un militant Greenpeace, de type falafel au quinoa et galette de boulgour. Dans son film, le réalisateur ne prend pas parti, et c'est ça, je trouve, qui donne au film un ton si original. Il ne fait que présenter les deux camps et leurs motivations, mais il n'en choisit jamais un. Parce que qui peut prétendre détenir la solution ? Par la force de la symbolique, Miyazaki nous montre que l'homme, en s'émancipant, peut s'exclure d'une dimension essentielle de son existence. Le réalisateur a su éviter tous les pièges démagogiques inhérents à ce thème, et ça, c'est déjà un putain d'exploit. Tout le propos du film est bien mieux incarné par les personnages et par leurs actes, plutôt que par les dialogues, ce qui est à la fois déroutant et percutant. Parce que comme nous l'avons vu, le film nous présente l'homme symbolisé par Dame Eboshi. Notre perception de cette femme est très contradictoire puisqu'elle inspire à la fois le dégoût mais aussi l'admiration. Le dégoût parce qu'elle ne pense qu'à renforcer la production de minerais pour sa forge, et de fait, elle détruit chaque jour un peu plus la forêt autour d'elle et les animaux qui y habitent, sans une once de compassion. Mais elle inspire aussi l'admiration parce qu'elle recueille les malades, les lépreux, les prostituées, les simples vachers et leur donne à tous un rôle et une importance précise, tout en portant sur chacun d'eux un regard bienveillant et aimant. En face de l'homme, il y a la nature, symbolisée par tous les dieux animaux, bien sûr, mais aussi par San, cette jeune femme éduquée par les loups qui n'a que mépris pour les hommes et défend sans cesse sa tribu et la nature. Miyazaki nous montre la nature comme rarement un film ne l'a fait, à travers toute sa splendeur et son mystère, mais aussi sa cruauté lorsqu'elle se sent menacée. En cela, les dieux animaux sont représentatifs de cette cruauté de la nature. Certes, ils sont sages, mais ils sont aussi très violents parce que l'affirmation de soi passe par la destruction et non plus par l'harmonie. Dans le film, la nature possède des pouvoirs impressionnants mais qui ne font que diminuer, à l'image des animaux qui diminuent en taille et en intelligence jusqu'à ne plus savoir parler pour certains. Et la quintessence de cette force tranquille qu'est la nature est représentée par le dieu cerf, qui a le pouvoir de donner la vie mais aussi de la reprendre sans aucun jugement de valeur, mais il reste totalement extérieur au conflit. Pas parce qu'il s'en bat les steaks comme de son premier slip, mais plutôt parce qu'il veut laisser le libre choix à chacun des protagonistes. Il est l'incarnation même de l'équilibre entre l'homme et la nature, et n'a donc aucun camp à choisir. Et lorsqu'il sera mêlé au conflit malgré lui, cela entraînera un véritable cataclysme cauchemardesque, étape violente mais nécessaire à un changement, symbolisant la fin d'une ère avant de laisser place à une douce mélancolie, synonyme d'un espoir beau et fragile. Maintenant, parlons un peu du personnage principal, celui du prince Ashitaka. Lorsqu'il est poussé à quitter le village, la chamane lui dit une phrase extrêmement puissante. « Porte sur le monde un regard sans haine ». Elle ne lui demande pas d'avoir un regard d'amour, mais d'avoir un regard sans haine, c'est-à-dire un regard neutre, bienveillant et plein de compassion. C'est à travers ses yeux que nous voyons le conflit, et que nous comprenons combien il est difficile d'avoir ce regard sans haine. Car même si Ashitaka est l'âme la plus pure de l'histoire, il a parfois des moments de colère et de haine. Il suit un parcours pour se soigner, se purifier, et durant son périple, il rencontre la haine avec les guerres auxquelles il assiste, l'amour avec Princesse Mononoke, le désespoir lorsque tout semble perdu, et enfin l'espoir et la réconciliation lorsqu'un nouveau monde renaît des cendres de l'ancien. J'ai bien conscience de parler de manière très abstraite, surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est ça qui est génial avec Mononoke, c'est qu'il vous fait énormément réfléchir sur des thèmes très philosophiques. Parce qu'à travers les yeux d'Ashitaka, notre vision manichéenne du bien et du mal est complètement bousculée, puisqu'il n'y a ni méchant ni gentil, juste des protagonistes qui ont une vision différente du futur et défendent leurs intérêts. Le conflit entre eux naît de l'incompréhension et de l'absence de dialogue, d'où la position délicate d'Ashitaka qui essaye de concilier les deux. Mais ce n'est pas un héros à la sauce hollywoodienne qui réussit tout ce qu'il entreprend. Il échoue parfois, mais se relève toujours plus fort devant chaque difficulté.
On pourrait critiquer son absence apparente d'émotion, et pourtant c'est presque celui qui en dégage le plus, parce qu'il faut aussi resituer le film dans un contexte de la civilisation nippone, où les effusions et les embrassades ne sont pas forcément bien perçues. Ashitaka, c'est aussi la découverte de l'amour, mais un amour noble, pas une niaiserie crypto-comique qu'on nous recycle tous les ans. C'est un thème qui est d'habitude beaucoup plus suggéré dans la filmographie de Miyazaki. Il est en général plus discret avec l'amour, notamment pour la raison que je vous ai mentionnée à l'instant sur les effusions et les embrassades. Mais ici, Ashitaka rencontre San et tombe très vite amoureux d'elle. Même si au début il combat pour la faire revenir parmi ceux qu'il croit être les siens, c'est-à-dire les hommes, il se rend vite compte que San appartient en fait à ceux qui l'ont élevé et éduqué, c'est-à-dire les loups. San et Ashitaka apprennent ensemble à ouvrir leur cœur l'un à l'autre, à se respecter au fur et à mesure, et c'est ce qui rend leur amour impossible si touchant et si réaliste. Et c'est probablement ce qui me touche le plus avec ce film, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule émotion qui s'exprime. Il vous fait passer par tout un tas d'émotions et de sentiments indicibles mêlés les uns avec les autres pour terminer sur un feu d'artifice de mélancolie, de nostalgie et de bienveillance. Princesse Mononoke est un spectacle extraordinaire, un éloge à l'amour et à la compréhension de l'autre, à revoir sans jamais se lasser. La fin en étonnera plus d'un également parce qu'elle est d'un réalisme assez paradoxal en comparaison de l'irréel qui nous est montré pendant tout le film. Mais attention, j'ai dit réalisme, pas pessimisme. Pour revenir sur l'universalité de son message, Princesse Mononoke est un film qui s'adresse à tous, occidentaux comme orientaux, hommes et femmes, enfants et adultes. Comme vous avez pu le voir, à travers un dessin animé, on peut exprimer des messages très adultes, très complexes et très profonds. Avec un support qui chez nous est destiné aux enfants, les films de Miyazaki prennent le contre-pied du standard Disney et s'adressent aux adultes, en nous, parce qu'aucun des thèmes qu'il évoque n'est traité avec légèreté. Miyazaki ne prend pas les spectateurs pour des idiots, c'est un poète génial qui utilise le dessin animé pour élever les âmes et les esprits avec des dessins divertissants. C'est pour ça que j'aime ce réalisateur, c'est qu'il parle aux enfants comme il parle aux adultes. Il ne cherche pas à faire de distinction puisque les thèmes qu'il traite sont valables aussi bien chez un enfant de 9 ans que pour un adulte de 40 piges. Alors vous tous, si vous avez des enfants, faites-leur regarder ce genre de film, parce qu'ils ne sont pas idiots, et plus vous leur ferez découvrir les merveilles et les dangers de ce monde, plus vous les ferez grandir dans l'intelligence et le souci des autres. Putain, le con, il va me faire pleurer, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce comme ça. Si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce comme ça. Dans tous les cas, partagez et abonnez-vous. Toute l'équipe se joint encore à moi pour vous souhaiter une très belle année 2016. Sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de porter sur le monde un regard sans haine. My dad a call. He's worried about the dog. My list of things to do is talk. Sometimes it says, but when I